L'orateur de la négative, Monsieur Pierre de Comble-de-Nèvres. A, B, C, D. Vous souvenez-vous ces belles lettres, formées, presque dessinées par la maîtresse sur le grand tableau noir? Nous étions au cours préparatoire, au CP. On avait 6, 7, 8 ans pour les moins éveillés. Madame Broniquet nous apprenait à faire de belles lettres rondes, en ligne, sur un grand cahier Clairefontaine. En classe de mer, pour les filles, on traçait sur le sable des « je t'aime » avalés par les vagues. Pour nos mamans, on écrivait, cachés du regard des copains, « Des mamans, tu me manques » sur des cartes postales en série. Et nos mamans, comme elles étaient heureuses de ne plus avoir nos colliers de nouilles et nos empreintes de main dans des morceaux d'argile. Une carte postale, on la perd tellement plus facilement. À 6, 7, 8 ans, nous voulions tous faire grand. Et les grands nous répondaient qu'on avait bien le temps. Mais à la récré, on jouait déjà à travailler. Les filles, à la marchande, les garçons aux pompiers, aux policiers ou aux gangsters. Bon, jamais vraiment à l'avocat. Et puis, on testait nos signatures sur un bout de papier griffonné. De retour en classe, assis tous ensemble, on se manquait déjà. Alors on se passait des petits mots interdits que la maîtresse faisait semblant de ne pas voir. Et le mot d'amour que l'on passait à Marie, Marie le passait à Audrey, Audrey le passait à Vincent, Vincent à Brice, Brice à Léo, Léo à Julien. Et tout le monde l'avait lu. Et avec Marie, c'était plus la peine d'espérer. On ne savait pas encore qu'écrire, c'est être libre. Et qu'être libre, c'est être responsable. Pensons à l'expression « coucher des mots sur le papier ». Il y a quelque chose de quasi charnel dans l'acte de création littéraire. Celui qui a écrit n'est plus le même qu'avant. Il est transformé, soulagé. Il a engendré des mots, ils se sont séparés de lui. Et si le créateur lui-même les a oubliés, ou relégués au rang de ses erreurs de jeunesse, un lecteur, quelque part, les recevra. Et sa vie en sera bouleversée. Un journal, un roman, une nouvelle, un discours. Chacun de nous porte en lui les traces des écrits qu'il a créés, qu'il a rencontrés. Souvenons-nous de ces mots de Gérard de Nerval. Mon pauvre oncle disait souvent, il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Que devrait-on faire avant d'écrire? Rondeau, des petits carnets sans conséquence? Omar m'a tué, des lettres de sans conséquence? Non conformes à la Constitution, des décisions sans conséquence? Tracts, pamphlets, manifestes, pancartes, chansons révolutionnaires ou slogans sur les murs. En 68, ils avaient la vingtaine. Et ce ne sont pas que leurs mots qui nous font les envier. Dany et les autres, ils avaient les cheveux longs, les poings levés, les cordes vocales et les semelles fatiguées. Dans les manifs, ils ne savaient pas tous quoi dire. Alors on leur soufflait des « tais-toi », mais cris « liberté ». Ils n'avaient jamais vraiment lu Marx, Bakounine ou Lénine. Le cœur rouge et les corps chauds des ébats de la veille, ils occupaient la Sorbonne pour s'occuper avant tout. Ils avaient des idées bien profondes sur notre système politico-capitalistico-politico-juridico-bourgeois. Par leurs mots, par leurs cris, ils avaient donné, et non pas vendu, du rêve et de l'envie à des millions de gens qui travaillaient sans avenir. Slogans publicitaires, plaquettes marketing, guide du kitsch, du coaching ou du team building. Voilà ce qui reste pour eux de leur jeunesse et de leur espoir. Des amphis enfumés au love cocaïnisé, la génération 68 a abandonné ses idées sur l'autel des billets. Les belles idées, les beaux écrits, n'engagent parfois que ceux qui les lisent. Mais moi qui ai lu leurs exploits dans mes livres d'histoire, je crois toujours que sous les pavés il y a la plage, et qu'il n'y a pas de fatalité, que la société dans laquelle nous vivons est celle que nous choisissons ensemble de construire, que la grandeur d'une société se juge à sa compréhension envers ceux qui la contestent ou qui la bafouent,
que la grandeur d'une société se juge à la manière dont elle aide les faibles, les exclus et les malades, et qu'il n'y a rien à gagner à exacerber les tensions, à attiser les conflits, à pousser aux affrontements et aux vengeances de tous bords, qu'il n'y a rien à gagner à enfermer à vie ou à exterminer socialement. 6 février 1945. Il avait 36 ans. Comme le temps passe. Elle est loin l'époque où Robert Brasillac éveillait de ses romans et critiques la conscience littéraire de la génération d'avant-guerre. Aujourd'hui, Robert Brasillac, jeune normalien venu de sa province pour briller à Paris, est debout, contre un poteau, les mains dans le dos. La brume dissimule à peine le peloton d'exécution qui lui fait face. Son avocat est là, à ses côtés. Il affronte son échec. Jacques Izorni, tes mots n'ont servi à rien face à l'horreur de l'épuration. L'avocat regarde, celui dont les écrits l'ont conduit à la mort. Il entend sourdement « Vive la France !» se perdre dans le silence avant le fracas des balles. Pourtant, les écrivains de tous bords se sont mobilisés pour dire non à la mort. Même Camus appelle à l'indulgence. Mais les mots, noir sur blanc, dans les journaux kakis, restent présents à l'esprit de tous. Il faut se séparer des Juifs et ne pas garder les petits. Robert Brasillac est mort. Aujourd'hui, on ne trouve plus ses livres en librairie. Pour les milieux fascistes, il est un martyr, adulé. Sa mort n'a servi à rien. Ses écrits sont toujours là, aujourd'hui, lundi 10 mars 2008, enfermé avec bagatelle pour un massacre dans une salle déserte de la Bibliothèque nationale. Scripta manent, verba volent. Je vous parle. Mais qu'en restera-t-il? Que restera-t-il de mes mots, de mes sons, de mes regards? Rien d'autre que vos notes d'un discours, un écrit. Je ne suis que parole, intentée à l'absence, nous rappelle Yves Bonnefoy. En 1917, ils étaient à Verdun, au chemin des Dames, à Doumont ou ailleurs. Ils avaient tous les noms. Ils avaient tous les âges. Ma petite maman chérie, il fait froid ici. La boue me rentre dans les bottes, dans mon casse-croûte et dans mon âme. Je suis dans un horizon de boue. Nous sommes tous là à attendre que là-haut, on nous dise de partir à la mort. Du fond de nos trous, on voit à peine le soleil qui brille pour les autres. Heureusement que je porte en moi votre souvenir, à toi et à Madeleine. Tu lui diras à ma tendre Madelon que je l'aime, et que bientôt je la serrerai fort dans mes bras, et que l'on ira ensemble se promener au puits de Chaumont, et qu'on mangera de la barbe à papa comme elle aime. J'aurais tant aimé voir son ventre bombé et éclore. Quand je pense que j'ai toujours pas vu mon petit, à cause de cette foutue guerre qu'on nous colle sur le dos alors qu'on la veut pas. Allons enfants de la patrie qu'on nous a appris à l'école. Moi, mon enfant, c'est la patrie qui m'empêche de le voir. Cette foutue patrie dont j'ai rien à foutre. Demain, je me lèverai, je ferai bien comme ils disent. Sauf que c'est sur mon général que je tirerai, et pas sur ceux qu'on appelle nos ennemis. Post-scriptum. Excuse-moi pour les gouttes sur papier. C'est pas des larmes, je te jure. Que de la pluie qui nous tombe dessus. Après en avoir délibéré, considérant que les écrits du première classe X sont de nature à démoraliser les troupes et à susciter des actes de mutinerie, en conséquence, le tribunal militaire condamne le première classe X à la peine de mort par peloton d'exécution. Ils avaient tous les âges. Ils avaient tous les noms.
sont morts. Et ils étaient, comme vous et moi, des gens comme les autres, X, Y ou Z.